On m'a jamais dit ça. Ouais. Et tu te mettais pas de limite parce qu'il n'y avait pas d'infos en soi et tu savais pas que c'était difficile d'y arriver ou juste... Ah si, je savais, puisque je savais qu'il y avait absolument aucun prep coach français qui avait jamais eu un athlète à Olympia. Je savais qu'il y avait très peu d'Européens qui étaient arrivés. La vitesse empêche d'échouer, puisque échouer, le principe, c'est de rester au même point. C'est ça l'échec. Donc si vous restez au même point pendant trop longtemps, ça, c'est un échec. Et donc une fois que tu as commencé à parler anglais, comment tu as allé chercher tes premiers clients? Ça, c'est une vraie question. Parce que je le sais même pas en fait. J'ai mis mes athlètes en phase 2 et je les ai pas tués. Voilà. Donc en fait, on en revient à la base. Quand tu sais que tu vas gagner, quand tu sais que tu es le meilleur, dis-le. La définition de l'humilité, c'est montrer une version moindre de ce qu'on est. Donc, je vais pas faire ça. Présente ton cigare, Yacine. C'est comme si on était toi et moi, c'est tout. Ah. Sauf qu'en plus, tes histoires me passionnent, pour de vrai. Mm-hmm. Du coup, je vais te faire raconter un petit peu ton parcours. Il y a des histoires que tu veux que j'évite ou... Alors, tu ne racontes pas toutes les histoires. Je vais bien évidemment, vis-à-vis de ton parcours de prep coach. On va rester là-dessus, c'est pas mal. Ouais. Ok. Ouais. Non, tu parleras de tes réussites, etc. Mais tout ce qui est extra sportif, on oublie. Ok. Je pense pas que ça va intéresser grand monde du coup. Non, ouais, c'est vrai. Cuiba, Splendidos, préféré. Tu peux nous parler du goût ou... Non. Non. Déjà, on va trop loin. Non. Moi, les gars, je sais pas trop ce que j'ai pris. J'ai voulu tenter quelque chose. Empyrean. Heraldos. Je connais pas. Non, je connais pas, mais je vais tester. Ça sent bon. On fait le point simple, si tu peux juste te présenter, pour les gens qui te connaissent pas. Et deuxième point, parcours scolaire, s'il te plaît. Nassir Yassine, j'ai 36 ans. Ça fait 10 ans, il y a quelques jours, que je prépare des gens pour des compétitions, bodybuilding. Le reste, on verra dans le détail, je pense. Parcours scolaire, j'ai une licence en droit. Donc, t'as quoi, master? Ou non, t'es pas allé jusque-là? Juste bac plus 3 et ça suffit. Et il me semble en plus que t'as eu une salle de sport, du coup. J'en ai eu une à un moment. Et pendant l'école ou après? Non, juste après. Et dans quelle ville? Montpellier. Et ta salle de sport existe toujours d'ailleurs ou pas? Je t'ai jamais demandé. Je sais pas, je suis parti de là-bas en 2018. Donc, Et ça t'a pris combien de temps avant d'ouvrir ta salle? Et du moment où t'as eu l'idée jusqu'à ce que... J'ai pas ouvert, j'ai pris des parts dans une salle. Et du moment où t'as eu l'idée jusqu'à ce que tu puisses avoir ces parts-là? Quelques semaines, quelques mois. Et dis-toi qu'il y a des gens aujourd'hui, juste pour se former, ils hésitent pendant peut-être 6 mois. Là, il y a Xavier, du coup, le meilleur ami de Yas, qui a coaché pareil, qui donne du mentoring. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Xav. Mais il y a des gars, juste par manque de moyens, ils vont pas chercher la solution, essayer de bosser peut-être un peu plus, se débrouiller pour pouvoir saisir des opportunités qu'ils ont devant eux. Ils attendent peut-être 6 mois, 10 mois, 1 an. Et en finalité, c'est énormément de temps perdu pour des parts qu'on est en train de prendre petit à petit. Parce qu'apparemment, il y a de la place pour tout le monde dans le coaching en France. Je parle dans le top 1% des coachs, que ce soit coach en prépa ou lifestyle. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de... Tu sais, c'est que tout le monde a peur de se lancer dans un marché qui a l'air d'être saturé parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. La vérité, c'est que si le marché est saturé, c'est qu'il existe déjà et qu'il y a juste à se tailler une part dedans et de ne pas avoir peur de concourir avec les compétiteurs qu'on a, les autres coachs. Si vous aimez la compétition et que vous aimez vous mesurer à meilleur que vous et devenir meilleur vous-même, il n'y a pas de problème à avoir un marché compétitif. C'est plus facile à mon sens, c'est plus facile d'aller concourir face à d'autres gens pour vous tailler une part d'un marché, plutôt que de créer un nouveau marché qui n'existe pas. Je pense que c'est plus facile. Ou alors j'ai pas encore le bon état d'esprit pour créer un nouveau marché, mais c'est comme ça que je le vois. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que plusieurs fois, moi, j'ai réfléchi et pensé à lancer des choses qui n'existaient pas et je me suis rendu compte que c'est uniquement en essayant de faire mieux que ce que je faisais déjà, très bien, que j'arrivais à gagner ou à transformer plus de gens ou juste me développer en fait. C'est un peu le principe d'innover. Le principe, c'est d'arriver à maîtriser ce qui se fait déjà et après arriver à faire meilleur. C'est pas de réinventer quelque chose qui n'existe pas et de le mettre à côté de ce qui marche déjà. Et pour rebondir là-dessus, tu as commencé l'année le coaching, t'avais quel âge à peu près? La première fois que j'ai eu des gens sur scène, c'était en 2015. Avant d'avoir des gens sur scène, tu as commencé à coacher? J'ai un peu commencé à coacher, mais vite fait. S'il n'y avait pas de compétiteur, il n'y avait rien là-dedans. Et en quelle année? 2014, un peu, ouais. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 25. Bon, j'ai 25 ans aujourd'hui, les gars. Je suis bien entouré, je pense. Tiens, regarde. 22 novembre 2015. Je sais pas si t'étais premier, mais tiens, regarde. Je suis allé récupérer ça sur... C'est ça. 22 novembre 2015, c'est la première fois que j'avais des gens sur scène. Ouais. T'avais déjà pas mal de monde au final. Il y en avait 5, non, je crois, sur la photo? J'en avais 5 sur scène. Il en manque un là, mais j'en avais eu 5 sur scène ce jour-là. C'est énorme. Les gars, de commencer une première fois avec des athlètes sur scène et en amener 5. Juste, je zoome un petit peu, les conditions, ça va, elles sont pas trop dégueu pour l'époque. Hein. Ouais, c'était un petit GP dans une petite salle dans le sud de la France, où le jeudi, ils vendaient du poisson et de la viande, et le dimanche, il y avait une compétition de bodybuilding. Donc les moyens étaient pas dingues, on a fait un peu avec ce qu'on avait. Et moi, je faisais un peu avec ce que je savais aussi, c'était pas dingue. Tu te formais où, du coup? Ah, je me suis formé Parce qu'à moi, il y avait rien. 2015, les gars. À 2015, il y avait Instagram qui existait à peine, donc pour trouver quoi que ce soit sur Instagram, c'est compliqué. YouTube, il y avait pas grand-chose encore, mais ça vivait déjà un peu quand même, il y avait quelque chose. Et j'évitais les forums parce que je voyais que c'était que des pseudos un peu
un peu bizarres qui postaient des infos qui n'étaient pas vérifiables et ça me faisait un peu peur de prendre ces infos-là comme étant vraies, donc je préférais vérifier moi-même. Donc j'ai beaucoup regardé, beaucoup observé ce que faisaient d'autres grands coachs dans le monde, surtout aux États-Unis, et essayer de comprendre pourquoi ils le faisaient. Juste rendez-vous compte qu'aujourd'hui, avec la mine d'informations qu'on a, en soi, si tu avais eu ça à l'époque, c'était terminé en quelques années, non? Ta carrière, elle aurait explosé super rapidement. Je pense que si j'avais commencé avec l'état d'esprit que j'avais à l'époque, et que j'avais commencé maintenant, je pense que ce que j'ai fait en 10 ans, ça m'aurait pris 2. Il m'aurait fallu une saison pour me faire un nom, une deuxième saison pour avoir des athlètes un peu de plus gros calibre, après c'est parti. Je pense que ça m'aurait pris ça. 3 ans max, pas plus. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que je vois dans le lifestyle. J'ai beaucoup de coachs que j'ai en mentoring ou qui soit en soi sont des amis aujourd'hui, qui se plaignent de pas réussir à avoir de meilleurs athlètes ou juste d'avoir des coachés d'un meilleur niveau. Comment tu fais toi pour aller les chercher au départ alors ces gens-là? Tu vas pas les chercher, il faut que tu les mérites. Il y a beaucoup de coachs, pré-coachs, en tout cas dans mon domaine, qui se sentent vite frustrés parce qu'ils n'ont pas les athlètes qu'ils pensent mériter. Et c'est faux de penser comme ça. La vérité, c'est que si vous n'arrivez pas à coacher des athlètes de bas niveau, et ce qu'on appelle bas niveau, c'est les plus basses compétitions d'un point de vue sur le niveau, les régionaux ou les GP par exemple, si vous n'arrivez pas à ramener des athlètes dans des conditions parfaites là-dedans, vous n'arriverez pas à ramener les meilleurs pros dans les meilleures conditions. La pression n'est pas la même, les enjeux sont pas les mêmes, les physiques sont pas les mêmes, tout est différent. Donc si vous n'arrivez pas déjà à sortir des conditions parfaites à petit niveau, vous n'arriverez pas à faire mieux. Donc il faut monter quand même ces échelons assez rapide, enfin, au plus vite, mais il faut d'abord arriver à faire ça. Alors, si vous n'avez pas des athlètes qui gagnent en des régionaux et des GP qui sont indéniables sur ces shows-là, les autres ils vont pas regarder ce que vous faites. Donc si je comprends, pour aller vite, l'objectif au départ, mais que ce soit en soi dans la prépa, et je pense que ça va aussi dans le lifestyle parce qu'il y a beaucoup de gens du coup, qui me regardent pour ça, faut réussir d'abord à proposer du résultat extrême, avant de pouvoir prétendre récupérer des gens de meilleur niveau en soi. J'ai toujours, de toute façon ça se voit sur la com que je fais, parce qu'il n'y a absolument aucun investissement qui est fait sur ma com. J'ai jamais fait une campagne de pub, j'ai jamais payé de liens sponsorisés. Personne ne me verra jamais dans des stories sponsorisées ou des posts sponsorisés. Donc c'est compliqué de trouver Yas sur YouTube par exemple. Voilà, il y a quelques rares interviews qui traînent sur YouTube que j'ai fait avec certaines personnes aussi. Vous tapez mon nom, vous pouvez les avoir aussi. Je pense que la meilleure et la première façon de se faire connaître, c'est d'abord par les résultats. Avoir des gens qui montent sur scène, qui gagnent, qui performent, qui progressent. Et c'est ça qui montrera ce que vous savez faire. Arriver à avoir beaucoup de trafic et beaucoup de gens qui regardent votre page, ça va pas les convaincre de signer avec vous et de bosser avec vous. Ça va pas les convaincre de mettre leur santé, leur argent, leur temps entre vos mains. Par contre, s'ils voient que vous avez déjà fait ça avec quelques personnes avant, plein de personnes avant, et que vous avez aidé à amener d'un niveau 1 au niveau B qui est plus haut, vous les avez aidés à s'améliorer et à grandir, là ils vous feront confiance. Et est-ce que pour toi, on mettrait une photo pareil, les gars qui va passer là, est-ce que pour toi, dans ta carrière de prep coach ou juste de coach, tout simplement, ça t'a aidé d'avoir un super physique avec toute la génétique que tu avais au départ, une super condition en montant également sur scène? Est-ce que ça t'a aidé à ramener d'abord des coachés, d'être en shape, puis de monter sur scène, de te ramener pas mal d'athlètes? Je pense qu'au début, le fait que je montrais que je m'entraînais très dur, sûrement aidé à certaines personnes à s'identifier à ce que je faisais, à me faire confiance. Est-ce que j'ai déjà eu un super physique? Non. J'ai jamais gagné de grands titres, j'ai jamais rien fait sur scène. Non, quand j'ai super physique, forcément, avec la base de départ que tu avais toi, parce que t'as pas la génétique d'un top bodybuilder à la base, mais t'as travaillé. Ça, j'avais pas les moyens non plus de pouvoir faire ça, même si je me cherche pas d'excuses là-dessus, parce que les moyens, j'aurais pu les avoir plus tard. Mais en tout cas, je savais que de montrer que ce que je faisais, que ce que je vendais, je le vivais aussi, ça pouvait que aider. Donc je pense que ça aide. Après, si vous avez 55 ans et que vous êtes un prep coach, c'est peut-être pas les mêmes données. Mais quand j'ai commencé, j'en avais 25, j'en ai 36 aujourd'hui. Je veux quand même rester en shape. Je veux quand même pouvoir m'entraîner avec les gens que je coach, les gens que je prépare, même si c'est les meilleurs au monde. Je veux pouvoir quand même m'entraîner avec eux et les pousser et qu'ils voient que quand je m'entraîne, j'exige la même chose de moi-même que ce que j'exige d'eux. À la base, comment t'es tombé dans le bodybuilding? Parce que je crois que tu faisais du tennis, il me semble. J'ai fait un peu de tennis. Un peu de tennis à bon niveau ou non, juste pour la passion? Non, pas à bon niveau. Mon frère est à bien plus haut niveau. Moi, j'étais un peu une chèvre là-dedans. Mais par contre, j'ai fait pas mal d'arts martiaux et de sports de combat. Et quand on a déménagé avec mes parents, quand j'avais 15 ans, par là, genre 15 ans, quand on a déménagé, je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans une salle de sport où on pouvait faire un peu de muscu, un peu de trucs comme ça. Et en réalité, c'était une salle d'haltérophilie.
club de village d'haltérophilie. Vraiment, pour le coup, un vrai village. J'ai commencé à m'entraîner là-bas, à regarder un peu ce qui se passait. Il y avait des Flex Magazine qui traînaient, comment ça s'appelait, Muscle and Fitness qui traînaient sur le comptoir que le président de l'association achetait et mettait à disposition. Je les empruntais, je les lisais, je les ramenais. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu. Après, à côté, il y avait aussi un club de Muay Thai et de grappling, des trucs comme ça. J'ai aussi fait un peu de ça aussi, mais c'est surtout ça qui m'a fait mettre un œil là-dedans. Et c'est après, plus tard, quand j'ai déménagé pour aller à la fac, je pouvais plus boxer, que je pouvais plus faire ça, parce que j'avais pas les moyens de faire ça. Et ça coûte très cher dans la ville où j'étais, un abonnement là-dedans, c'était très cher. Et la seule activité qui était gratuite avec la fac, en réalité, c'était les salles de sport, en muscu. Donc j'ai continué à faire ça. En fait, en soi, tu recherchais une activité gratuite, quoi, parce qu'il n'y avait pas de moyens ou parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre qui t'intéressait? Parce que j'avais pas d'argent. Ok. J'avais pas d'argent. Et à quel âge tu as commencé à bosser parce que je suppose que tu as commencé à essayer de gagner un petit peu d'argent, je sais pas, peut-être pour commencer à te prendre ton indépendance? Je bossais toujours quand je pouvais. Je faisais de l'intérim, à faire comment ça s'appelait, des inventaires dans les supermarchés, des trucs comme ça, avec des missions d'intérim. Je faisais les portiers le week-end dans des boîtes, ou des trucs comme ça. J'ai toujours essayé de bosser un peu partout, même quand j'étais à la fac. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter la fac, c'est le fait que j'en avais marre de pas avoir d'argent et de rien pouvoir faire. Et surtout, je voyais que le projet professionnel que j'avais au travers de la fac, ça me plaisait plus, c'est plus ce que je voulais faire. T'avais quoi comme idée du coup? Ah bah, je voulais être policier. Tu m'as jamais dit ça. Ouais. Ouais, je voulais faire ça. Ouais. Policier. Bah, en soi, c'était pas compliqué, il fallait juste passer des. Ouais, mais je sais pas, plus les années avançaient, moi je me voyais faire ça. Tiens, j'ai une question. Du coup, t'étais à la fac quoi? T'avais 20 ans, 21 ans peut-être par là? Est-ce que tes objectifs de vie à ce moment-là étaient les mêmes que t'as eu peut-être à 25, puis 30, puis 35 ans? Parce qu'on va faire étape par étape. Non, à l'époque, je me voyais juste avoir un boulot comme ça, avec une sécurité financière, un salaire qui rentre, un boulot qui me plaît, et faire une petite vie comme ça. Et en réalité, quand j'ai commencé à bosser d'abord dans la salle de sport, puis après avoir plus de responsabilités dedans, puis après à lancer aussi mon coaching de ce côté-là, j'ai commencé à avoir les différentes ambitions. Voilà, je voyais ma vie un peu différemment et j'avais des aspirations un peu différentes. En soi, tes ambitions, tu te les écris tout seul avec ce que tu vis, les opportunités que tu avais face à toi, ou c'est toi aussi, en fait, tu as eu peut-être un mentor qui t'a aidé à penser différemment? J'ai pas vraiment eu de mentor. J'ai eu des gens j'ai eu quelques hommes que j'ai pu croiser, qui m'ont appris plein de choses. Il y a eu un prof de tennis, il y a eu un prof de boxe, il y a eu un gars qui gérait qui était le propriétaire de la salle de sport dans laquelle je bossais, qui avait plusieurs salles de sport en même temps, qui m'ont inculqué pas mal de choses là-dedans. Mais en fait, ce qui m'a à chaque fois changé un peu mes plans, c'est qu'à chaque fois, je me fixais un objectif et quand je l'atteignais, je me disais bon, je vais pas rester là, je veux voir plus grand. Et en fait, mon idée, c'était comme quand j'ai commencé à coacher, je voulais voir jusqu'où je pouvais pousser ça. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller là-dedans. Évidemment, pour moi, quand j'ai commencé à coacher, je me voyais pas juste coacher des gens juste pour perdre du poids et des gens dans ma salle, etc. Je me disais bon, c'est quoi le plus haut qu'on peut aller là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux? Prep coach, ok. Olympia. Alors, les meilleurs sont là-bas, je vais aller là-bas. Et tu te mettais pas de limite parce qu'il y avait pas d'infos en soi et tu savais pas que c'était difficile d'y arriver, ou juste Ah si, je savais, puisque je savais qu'il y avait absolument aucun prep coach français qui avait jamais eu un athlète à Olympia. Je savais qu'il y avait très peu d'Européens qui étaient arrivés. La même chose que quand il y a un marché où il y en a pas, ça m'avait pas mis de limite dans ma tête. Je m'étais dit, bah, si personne l'a fait, je vais le faire. Vu que c'est jamais arrivé avant, je vais le faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu la première athlète qualifiée à Olympia par un coach français. En quelle année ça? 2019. 2019, j'avais 18 ans, je rentrais à peine à la fac, dis-toi. Ah, t'es pas resté longtemps, hein. J'ai fait 2 ans. 2 ans à la fac, ça suffit. C'est pour avoir mon diplôme. Il est pas mal ce truc là pour l'allumer. Ah, ça les cuit un peu quand même, hein. Je peux faire mon briquet. C'est vrai qu'il est un peu saignant là. Ah, je peux faire mon briquet là, il est brûlé le truc. Tu vas pouvoir m'expliquer cette photo qu'on va montrer à la cam. Explique-moi ça, s'il te plaît. Ça, c'est 2014, Powerhouse Gym, Bev Francis, à New York. C'était mon premier voyage à New York de ma vie. C'était juste après que j'ai arrêté à la salle de sport et que je m'étais dit, bon, il faut que j'apprenne comment coacher, il faut que j'apprenne le bodybuilding. Et je me suis dit, je vais partir là où tout se passe là-bas. Écoutez, les gars. Et à l'époque, les pôles changent chaque fois, maintenant c'est à Dubaï. À l'époque, le bodybuilding vivait beaucoup plus à New York et dans le coin de New York qu'à Los Angeles, par exemple. Parce qu'il y avait aussi le Gold Gym de l'autre côté, mais c'était un peu en descente. Et du coup, j'étais parti là-bas pour essayer de rencontrer le plus de bodybuilders possible, m'entraîner avec quelques-uns, prendre quelques consultes avec certains. J'avais payé quelques-uns pour juste m'asseoir avec eux, leur poser des questions. J'avais appris pas mal sur ce voyage. Et donc ça, c'était en 2014. Ce qui est marrant, que j'ai gagné ce show avec une athlète en 2021 pour la première fois, mais j'étais pas là-bas. Et là, je l'ai gagné une deuxième fois cette année, donc 11 ans plus tard. Je l'ai gagné cette année, 11 ans plus tard, avec Terence, en étant là-bas cette fois.
Donc celui-là, il a On était là, les fait gars. plaisir celui-là. On était là. On le refait en 2026 ou c'est bon, c'est fait? Je Passe sais à pas. autre chose. Je sais pas. Parce que je veux la même photo que Nick, comme ça. Il y en a encore 2 à gagner. Avec Terence. Ouais. Question, quand t'es parti, t'avais un peu d'argent quand même de côté ou... À New York? Ouais, ce voyage-là. J'ai littéralement jeté mes derniers euros dedans. Hein. Voilà. Eh ben, regardez, que ce soit comme pour Anto, le parcours de Yas ou le mien. Non, mais quand j'écris dans mes posts que j'ai tout mis sur le rouge, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des similitudes qu'on a un tout petit, qu'on a un peu tous à différentes échelles de réussite, on va dire, parce que c'est toujours pareil. Chacun a sa propre définition de la réussite, les gars. Et vous la créez en fonction des objectifs que vous fixez. Mais juste pour vous dire que la similitude que j'ai trouvée entre Yas et toutes les personnes en fait qui ont pour moi réussi et qui m'inspirent aujourd'hui, bah, c'est qu'ils ont pris des risques, les mecs. Et en fait, j'ai l'impression que prendre des risques à chaque fois, tu sais, c'est comme si tu faisais all-in plusieurs fois dans ta vie, tu vois, à différentes échelles. En fait, le truc, c'est que si tu prends pas de risque, tu resteras juste tout est. Et au final, qu'est-ce qui se passait? J'avais une vie que j'aimais pas, avec un environnement que j'aimais pas trop. Qu'est-ce que je perdais? Un peu d'argent, Voilà. mais l'argent, ça se refait, je pense. C'est pas comme si je perdais 10 millions d'euros. Enfin, je perdais juste quelques milliers d'euros. Un billet d'avion. Ouais, voilà, c'est pas des sommes, bouffe. c'est pas des sommes qui sont impossibles à refaire. C'est pas des. Enfin, pour moi, c'était pas un problème. Je l'ai fait aussi une autre fois. On en parlera peut-être plus tard. Une autre fois où j'ai aussi mis tout sur le rouge une fois là, en 2018. Mais on en parlera avec lui là-bas. Avec Xav. Avec Xav, je répète, qui est le meilleur ami de Yas. Et je connais cette histoire, je l'adore. Il me l'a raconté, je crois, 3 ou 4 fois. À chaque fois, c'est un régal. Ils sont partis, les gars, ils avaient rien que des galères. T'as vendu ta voiture pour partir là-bas? Ouais. Les gars, vous vous rendez compte? Moi, j'ai 2018, 17 ans, je finissais le lycée. Chez mes parents, nourri, logé, chill. Le mec, il a vendu sa voiture pour partir concourir quand même, à l'autre bout du monde. Ah, si tu veux avancer un peu plus vite là-dedans, donc on a fait 2015. La première fois que j'avais des athlètes sur scène, ça marchait plutôt bien. 2016, j'avais des athlètes qui avaient fait France. J'avais eu un titre de champion de France, première fois. 2017, ça avait avancé encore un peu plus fort là-dessus. Quelques titres de champion de France en plus. J'en avais encore eu quelques-uns en plus. Et après, je l'ai rencontré lui en septembre 2017 à Nice, je crois que c'était la ville, pour la Coupe de France où lui venait de gagner, mais c'est pas moi qui l'avais coaché. Et moi, j'avais gagné avec d'autres athlètes dans d'autres divisions, d'autres classes. Et du coup, il était venu me voir, mais tapé dans le dos. Je m'étais retourné, il n'y avait personne. Du coup, je regarde en bas, je fais, ah putain, il est là. Si vous voulez voir le compte, les gars, de toute façon, on le mettra. Xavier Frisch sur Instagram. Comme ça, vous voyez un petit peu le bonhomme. Rien que ça gagne en ce moment. Il me demande si je peux le préparer pour le reste de sa saison, parce qu'il venait de gagner. Et du coup, ça lui donnait je sais pas comment dire ça, mais une autorisation ou le droit d'aller concourir à l'Inde Classique USA. Je lui dis, ok, vas-y. Il me dit, ah, par contre, il faut que tu viennes avec moi. Je dis, ok. Et on avance quelques mois après, on est en plein dans la prépa et tout, et c'est le moment de prendre les billets d'avion. Et quand je prends les billets d'avion, après avoir pris les billets d'avion et tout ça, avant de partir, on venait de déménager en plus j'étais avec mon ex à l'époque, on venait de déménager dans une autre ville. Et après avoir pris le billet d'avion sur mon compte et dans toutes mes richesses de l'époque, tout compte confondu, offshore, numéroté, Cash, les sacs dans le jardin et tout ça et tout, vraiment tout, l'or aussi, tout compté, il me restait 1400 €. 1400. Ouais. Du coup, on part là-bas. C'est chaud. Et quand on se retrouve à Paris pour l'enregistrement, enfin pour le vol, donc la veille on dort à Paris, et le lendemain on arrive pour l'enregistrement avait déjà fermé, on pouvait pas déposer les bagages, donc on part sans bagages, sans valise, on part qu'avec des bagages à mettre sur le dos. On part en courant pour aller de l'autre côté pour essayer de les déposer dans un dépôt de bagages qui nous les garde une semaine, qu'on fait, et on part juste avec un sac à dos et on met le plus de fringues possible dedans. Et une fois qu'on arrive là-bas, le jour où il doit concourir, sur l'autoroute aux États-Unis, le taxi, le moteur meurt. Le taxi meurt, sa voiture ça s'arrête comme ça. Et il va doucement sur le côté, à se mettre sur le côté comme ça. Et on attend, on a une photo de nous deux sous la pluie. Je l'ai vu. On pourra la mettre? On est comme ça, si dégoûté, ouais. Bah, lui, il doit l'avoir, moi je sais pas si on il l'a la mettra, encore. les gars. On la mettra. Et on est tous les deux sur le côté en train d'attendre comme ça, un autre taxi qui passe nous prendre. Du coup, on y va, il concourt. Alors moi, j'étais chaud, je pensais qu'il allait gagner et tout. Mais bon. La pose de profil, il l'a raté un peu.
Et du coup, on se prend un 4e collab, un truc comme ça, je sais plus. Ah ouais. Après, ils étaient beaucoup sur scène, il y avait genre 50, 60 Non, gars. mais attends, juste rends-lui un peu de gloire. Xav, plusieurs fois, il a fait 2e, il me Ah, semble, attends, non ça c'est après, ça. C'est Ah, après. ok. Là, on est, Pas encore, pas encore. là, on est mars 2018. Ah, on en a pris cher, là. Et du coup, après ça, on se dit, bon, bah, vas-y, le show est fini, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je nous prends des places pour aller voir la note classique, le pré-judging. Avec On quel va- argent? Avec les 1400. Du coup, il restait plus de 1200, tu vois. Donc, on va voir la note classique. Et après, on va à l'expo. Donc, pendant la note classique, je vois tous les pros et tout machin. Je vois les prep-co. Je prends une photo avec John Meadows. Je prends une photo avec Chris Aceto là-bas. Des John photos- Meadows, Mountain Dog. C'est. Anto est super fan, les gars. Il s'est beaucoup inspiré pour l'entraînement d'ailleurs de Meadows à ses débuts. Ouais. Ah, ça restera comme un des pionniers, des plus grands intellects du bodybuilding moderne, en tout cas. Et donc lui, Chris Aceto, j'ai pris plein de photos avec plein de gens que je suivais à l'époque. Et du coup, on regarde le pré-judging. Quand le pré-judging se finit, on va faire un tour dans l'expo. Pendant qu'on est dans l'expo, on marche. Et là, je vois le stand de Matt Porter, MPA. Matt Porter approuvé. Je vois Matt Porter et j'arrive, je prends une photo avec Matt Porter. On discute pendant genre 30-40 minutes jusqu'à ce que sa femme nous gueule dessus. Et du coup, sa femme nous gueule dessus. Je dis, ouais, Matt, il y a des gens qui apprennent pour une photo. On se retourne, il y a genre 100 personnes qui attendaient derrière. Je bouge. Et là, je vois Terence, que je suivais sur Insta depuis déjà quelques années. Je vois Terence, je prends une photo. Il discute un peu avec moi. On discute, je sais pas, 15 minutes. Je prends mon Insta, on échange les numéros de téléphone et tout. Et je pense que ça, c'est vraiment le moment qui a changé ma vie. 2018, c'est ça? 2018, ouais. Quel est le moment qui a marqué le tournant de ta carrière? Du coup, je pense que c'est peut-être la rencontre avec Terence. Ouais, parce que je pense qu'à ce moment-là, je le savais pas. Et si j'avais pas rencontré Terence ce jour-là, j'en serais pas là maintenant. Je pense. Et si vous rembobinez un petit peu, Du coup, si j'avais pas pris ce billet d'avion et que j'avais pas tout mis sur le rouge à ce moment-là, voilà. je n'aurais pas pu le rencontrer. Donc, ça part de cette décision. Je te jure, ça me fout des frissons. À chaque fois. Je pense que ça part de cette décision de se dire, ok, bah, de toute façon, j'ai rien. Perdre rien ou avoir rien, ça change rien. Donc autant que j'y aille, quoi. Les gars, 2026, c'est dans 2 semaines, au moment où vous regardez la vidéo. Juste prenez-en de la graine, putain. L'argent, de toute façon, ça se refait. Et du coup, on en parlait encore avec Terence, parce que cette année à Olympia, entre le pré-judging et la finale, il y a la femme de Matt Porter qui est décédée depuis, qui est venue dire bonjour à Terence. Et Terence m'a présenté à sa femme. Et je lui ai rappelé l'histoire de que la première fois la première interaction qu'on a eu tous les deux, c'est elle qui me criait dessus qu'il fallait que je dégage parce qu'il y avait des gens qui attendaient pour prendre des photos et qu'aujourd'hui je coachais Terence. C'était un bon moment, c'était sympa. T'es en train de me dire que c'est la rencontre avec Terence qui a marqué peut-être le tournant de ta carrière, mais en soi, avant. Non, je dirais pas que ça dépend que de ça, parce qu'il y a aussi plein de. Mais tu m'as dit que c'était peut-être le moment qui a. Si je devais prendre un moment, ouais, c'est celui-là. Mais regarde, et au final, on va y arriver juste après. Avant de pouvoir coacher Terence, parce que c'est pas Terence en soi qui a débloqué ton coaching, tu as réussi à amener une athlète à Olympia qui a fait 3e, c'est pas ça? Alors, j'avais pas encore d'athlète à Olympia à ce moment-là, quand j'ai rencontré Terence. À ce moment-là, on était devenus juste potes. Mars 2018. On avance un petit peu plus loin. On est en juin 2018. Il débarque chez moi pour faire un séminaire à Toulouse, où il y a une photo de Dité. Et c'est là où Antonin, du coup, voilà, a rencontré pour la première fois Yacine, qui suivait déjà depuis des années. Puisque Yass, à l'époque, sur Insta, il me semble, déjà, oui, Insta, tu postais déjà tous tes trainings, etc. Tu donnais pas mal de conseils. Ouais. Et en fait, c'est, je crois, comme ça que Antoine commence à te suivre, parce que tu faisais beaucoup de live aussi à l'époque. Ah ouais, j'étais en live 3 fois par semaine. Je postais mes entraînements au moins 4-5 fois par semaine. Je mettais plein de vidéos éducatives, c'est un grand mot, mais au moins où je partageais un peu ce que je pensais de ce que je faisais. Sans avoir la prétention de savoir ce que je faisais, mais en tout cas, c'est ce que je faisais à l'époque. Je montrais un peu les perfs et tout ça et tout. Je partageais aussi pas mal de conseils sur tout ce qui est diète et tout ça. Un truc que j'ai arrêté de faire depuis un peu, ou je fais moins en tout cas. Je pense que tu n'en es plus aussi à... Mon audience a un peu changé aussi, c'est un peu différent. Ouais, puis tu as moins à poster aujourd'hui. Il y a beaucoup d'athlètes à toi qui te repartagent, donc c'est un peu plus facile. Mais vous avez tout sur Insta, les gars. Si vous avez le temps de scroller 3000 publications, parce que je crois qu'il y en a environ 3000 ou 2008. 2000 Allez tout en bas et remontez. Alors, reprenez pas au pied de la lettre tous les conseils qu'ils donnent, parce que forcément, avec les années, et l'expérience, on change notre manière de travailler. Demandez-moi si je pense toujours la même chose aujourd'hui et je vous dirai si je le valide ou pas. Bon, voilà. Il y aura peut-être des trucs sur lesquels j'ai changé d'avis depuis, c'est possible. Et je répète, l'expérience, ça c'est une de tes phrases que tu m'avais donnée. À New York, on en avait parlé. Tu m'as dit, l'expérience, c'est pas juste coacher pendant tant d'années. Genre, je suis coach depuis 2012, ça veut dire aujourd'hui j'ai 13 ans d'expérience. Tu m'as dit que l'expérience, c'est c'est pendant combien d'années tu as des résultats? Je crois que tu m'as dit un truc comme ça. En gros, l'idée, c'est que pour moi, 30 années à faire n'importe quoi, c'est pas de l'expérience. C'est mieux dit. Je préfère quelqu'un qui en 3 ans a prouvé qu'il savait ce qu'il faisait, plutôt que quelqu'un en 30 ans qui a toujours pas compris ce qu'il faisait.
Pour moi, ce gars-là aura plus d'expérience. Vous avez la définition. Voilà. D'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé que tu m'expliques cette photo-là, mais je pense que c'était en France ou c'était là-bas aussi? Ça, c'était un autre classique Madrid 2014. 2013, il y a marqué. 16 octobre 2013. Première expo bodybuilding où je suis allé de ma vie. Bon, comme quoi, il faut se déplacer de toute façon si on veut se créer des opportunités au final. Hein. Et je pense peu importe le domaine, non? Du coup. En fait, un des principes que j'applique et que même maintenant que j'ai un peu vieilli, je continue à appliquer, c'est qu'il ne peut pas échouer si on est toujours en mouvement. Au pire des cas, la phrase de tout à l'heure, s'il te plaît. C'est un peu le même principe, mais c'est qu'en gros, l'idée, c'est qu'on pourra jamais. Il n'y a pas d'échec dans le mouvement. Au pire, on se retrouve quelque part, ailleurs. Mais c'est pour ça que j'ai toujours essayé de bouger de partout. Je voulais bouger je voulais aller voir des expos, je voulais aller voir des athlètes, je voulais aller voir de nouvelles salles. J'aimais bien visiter de nouvelles salles. Dès que je pouvais voyager dans des shows ou voir quelque chose, j'y allais aussi. Et j'essayais de faire ça le plus souvent possible. Et c'est vrai, les gars, parce que cette mentalité, je peux t'assurer que tu ne l'as jamais perdue. Les gars, j'ai connu Yass. Moi, je venais d'atterrir à Dubaï. J'ai quitté la France à 23 ans. Je suis arrivé là en mai 2024. Le mois d'après, en juin, je rencontrais Yass. Et les mecs, donc de juin 2024 à là, du coup, on est en 2025, un an après. Les mecs, j'ai pris, je pense, 40 fois l'avion. Je vous jure, j'ai pris 40 fois l'avion. Et c'est pas pour vous dire que je gagne de l'argent en soi, loin de là, pas du tout. En fait, ça m'a toujours plus appris qu'autre chose que d'investir dans ce billet d'avion-là qui m'a coûté sur le moment peut-être une couille et demie, parce qu'en fait, on est parti souvent, peut-être des fois 3 ou 4 fois dans un mois. Le mois d'août, on a fait que bouger. Roumanie, Italie, on est revenu à Dubaï, on est reparti en Allemagne. On est parti à Paris, Vegas juste après. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, vous savez que ça coûte pas mal d'argent, ouais, mais au final, tout ce que j'en ai retiré là-dedans, ça vaut tout l'or du monde, les mecs. Donc, c'est ce que j'ai envie juste de vous pousser à faire. Voyager, putain. Vous apprendrez pas des choses par vous-même en restant dans votre salon ou en fréquentant les mêmes gens, les mêmes personnes dans votre salle de sport tous les jours. Il y a un moment, il faudra vous connecter avec des personnes meilleures que vous, des personnes plus grandes que vous, en tout cas dans ce sport, dans cette industrie. Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de bouger. Peu importe ce que vous faites, essayez de vous déplacer, essayez de bouger. Moi, je l'applique dans tout ce que je fais. Je déménage aussi souvent que je peux. Là, je déménage encore. Ça fait 2 ans que j'ai pris un appartement et là, je change déjà. Je prends l'avion dès que je peux. Je bosse jamais de chez moi, je vais toujours ailleurs. Je change de salle de sport souvent aussi parce que je veux voir d'autres choses. Et c'est comme ça que vous arrivez à chaque fois à voir d'autres choses et à avoir d'autres visions et d'autres points de vue. Ouais, reste en mouvement en fait, tout le temps. Voilà. En fait, c'est une espèce de boucle, quoi. C'est comme si tu prenais de la vitesse. Il faut pas s'arrêter. C'est ça. Et pas se laisser pourrir dans sa ville. Après, dans le détail, j'ai une philosophie qui est encore un peu plus poussée là-dessus que j'ai donnée à Théo et à Dité, mais que je ne veux pas donner ici parce qu'elle est encore un peu plus extrême. Mais l'idée, c'est ça, c'est que la vitesse empêche d'échouer, parce que échouer, le principe, c'est de rester au même point. C'est ça l'échec. Donc si vous restez au même point pendant trop longtemps, ça, c'est un échec. Il y a un truc que je veux ajouter, moi, quand je suis parti, juste le fait de prendre mes billets d'avion, atterrir ici, et je suis reparti juste 20 jours après, les gars. C'était mon premier voyage, à mes 23 ans, parce qu'avant ça, je faisais que travailler. Pas que j'avais pas forcément les moyens, c'est pas vrai, parce que même avec 2000 €, voilà, la preuve en est que ce soit Yass ou Anto, que je me rappelle quand la première fois il est venu à Dubaï, les gars, il avait 3000 € et il était venu passer, je crois, 2 semaines. Donc en fait, il avait pas d'argent non plus. Non. Vu qu'il était accompagné, il a eu l'opportunité de sauver un peu de thunes. Donc en soi, ça suffisait pour se déplacer. Mais vous vous rendez pas compte qu'en restant chez vous, vous avez, d'autant plus en France, autour de gens qui se plaignent, mais je crois que c'est un petit peu partout pareil dans le monde entier. Vous avez un plafond de verre qui se met au-dessus de votre tête et vous avez l'impression que c'est pas possible de pouvoir faire mieux ou juste de viser peut-être un peu plus grand. Vous êtes limité déjà par le bagage d'expérience qu'on vous donne à la naissance. Si vous avez des parents de base qui, je sais pas, toujours été salarié, forcément, ça va être dur d'entreprendre. Ces limites, elles vont même plus loin que ça. C'est que moi, je viens d'une famille où mes 2 parents sont entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs même avant que je naisse. Ouais. Mais le problème, c'est que l'industrie dans laquelle je bosse maintenant, ils ont absolument aucune idée de ce que c'est. Maintenant, d'autant plus que tu prends cette industrie et tu la mets que maintenant, j'évolue à un niveau international. Eux, ils comprennent pas ça non plus parce que ce qu'ils font, c'est un truc local. Oui, ils m'ont ouvert l'esprit à bosser différemment que juste le modèle 35 heures par semaine et 5 jours par semaine. Ça, j'ai vu mes parents bosser littéralement 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc ça te montre une autre façon de faire aussi, une autre façon de penser. Mais ça marchait pas pour moi de me dire juste,
d'aller le voir et de leur demander conseil pour ce que je fais. Je peux pas. Genre, c'est pas à eux que je peux leur demander. Alors, si je leur demande comment je peux arriver à capter du monde sur le marché américain. Très très intéressant ce que tu es en train de dire parce que moi c'est la question que je suis en train de me poser. J'ai discuté les gars cet été avec un homme très fortuné on va dire que je connais depuis des années et que j'ai la chance de connaître. Il m'accordait du temps et je lui ai demandé ce que je pouvais faire là à l'heure actuelle de mon business. C'est-à-dire voilà j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire pour trouver une nouvelle source de revenus ou qu'est-ce que je peux développer. Il m'a dit ton coaching c'est cool mais tu l'as fait en anglais, en espagnol ou pas? Bon ben voilà, ton axe de progression tu l'as. Et donc est-ce que tu penses toi que de t'attaquer au marché américain, quand j'y t'attaquer je pense que c'est un grand mot parce que en soi je pense que quand tu démarres pas comme un requin avec 20-30 clients, non? Si, moi j'ai toujours eu cette mentalité d'attaquer. Ok, attaquer, ok, c'est la mentalité, mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, tu récoltes pas les fruits de ça en claquant des doigts. Ça dépend comment tu t'y prends. Tu as récupéré tes premiers athlètes, on va dire, internationaux assez rapidement. 2018 ? Le premier que tu as récupéré? 2017. 2017. Ouais. Et du coup, après, j'ai vraiment eu beaucoup de monde à l'international pendant l'année 2018. Et maintenant, à partir du moment où tu t'es déplacé, du coup. À partir du moment où j'ai vraiment commencé à bouger, ouais. Mais j'ai toujours eu cette mentalité de pas attendre ou de pas essayer d'attirer, mais au contraire d'aller chercher. Alors, le fait d'attirer, ça marche, hein, avec une bonne com et de faire les bonnes choses et tout, ça marche. Mais si en plus de vouloir attirer les choses, vous allez les chercher, vous avez deux vecteurs. Ouais, je sais pas de combien ça multiplie les chances de réussir, mais ça les multiplie. Comment t'as appris à parler anglais? Anglais, j'étais bon au lycée, je sais pas pourquoi. Quand je suis passé à la fac, j'ai pris anglais dedans. Et du coup, on étudiait pas un peu ça dedans et tout. Et après, je sais pas, ça m'a obsédé à me dire que une fois que j'ai commencé à vouloir me mettre dans le coaching et tout, pour pouvoir apprendre ce que je voulais apprendre sur comment préparer des gens, je voyais qu'il y avait personne en France qui allait m'apprendre quoi que ce soit. Je manquais de respect à personne là-dedans, mais je voyais que le niveau était beaucoup plus haut aux États-Unis. États-Unis, Canada, pays anglophones. Ça l'est toujours? C'est toujours la même chose, ouais. Mais du coup, je me suis vite rendu compte que si je voulais être un des meilleurs dans ce que je voulais faire, il fallait que je parle anglais. Il fallait que je comprenne l'anglais, il fallait que mon anglais soit parfait. Parce qu'il fallait que je sois capable d'échanger avec eux, il fallait que je sois capable de lire ce qu'ils disent et de comprendre absolument tout ce qui se passe là-dedans. Donc je me suis obsédé à vouloir avoir le meilleur anglais possible. Alors, j'ai toujours un accent français un peu dégueulasse, mais en tout cas l'anglais est bon maintenant. Et donc une fois que tu as commencé à parler anglais, comment tu as allé chercher tes premiers clients? Ça c'est une vraie question, parce que je ne le sais même pas en fait. J'ai mis mes athlètes en phase 2 et je les ai pas tués. Voilà, donc en fait on en revient à la base. Tu as commencé dans des petits GP, dans des petits villages, et petit à petit tu as pu amener J'ai jamais eu peur de la compétition, moi avec les autres coachs, et mes athlètes par rapport aux autres athlètes. Et ça tu l'as vu quand je t'ai expliqué la stratégie qu'on avait avec Terence cette année, de prendre les 2 plus gros shows de l'année et d'aller les gagner. Et de les annoncer très longtemps à l'avance. En gros, le message, c'était « Venez nous battre, venez arrêter notre statut d'invaincu. On vous dit où on est, c'est à vous de venir. » Et j'ai eu cette mentalité-là en partant d'en bas, en prenant les athlètes que j'avais, en les faisant concourir à l'international, en les mettant directement sur les plus grosses scènes, en disant « On va les battre tous. » Les gars, vous vous rendez pas compte que c'est pas juste du coaching à ce niveau-là, la préparation? Parce que pareil, il y a un truc que je ne savais pas, et que j'ai appris en te suivant, en me déplaçant, parce que j'ai eu la chance de pouvoir t'accompagner. La préparation, c'est pas juste poser un athlète sur scène, les gars. Et ce que j'ai appris dans notre mentoring tous les deux, il y a un travail de politique à faire aussi, un travail de réseau, et puis pousser les autres à faire des erreurs aussi, de par ta communication. Alors, et ça, à ton échelle en soi, à ton niveau, c'est décuplé fois 1000, quoi. Quand on prépare des amateurs ou des choses sur un niveau régional ou même pro qualifier, toute cette dimension-là, elle est pas. Non. On la sent pas encore. Honnêtement, même sur des pro shows, pas des gros pro shows avec des gros athlètes, on le voit pas encore. Maintenant, quand on a des très gros profils d'athlètes qui eux-mêmes vont aller concourir face à des très gros profils d'athlètes gérés par des très gros profils de coach, là, il y a tout ça. Et là, c'est plus juste mettre l'athlète le mieux qu'il peut être par rapport à et espérer que ça se passe bien. C'est aussi exploiter les faiblesses des autres. Écoutez, c'est super important. Exploiter les faiblesses des autres coachs. Ouais, moi, j'étudie ce que font les autres coachs. Je sais pourquoi ils sont bons. Je sais sur quoi ils sont bons. Je sais sur quoi ils peuvent aussi ne pas être bons. Je sais sur quoi ils peuvent faire des erreurs et craquer. Et j'ai eu plusieurs tests dans ma carrière jusque-là avec des très très gros niveaux de pression. On en parlera peut-être après, mais des espèces de checkpoints où en gros, pareil, hein, j'ai tout mis sur le rouge. Je savais que je jouais ma carrière sur ce point-là. Et je sais aussi que du coup, quand on arrive sur ces jours-là,
exemple Pittsburgh 2025 et New York 2025, on joue notre carrière dessus. Et je sais quoi faire pour arriver à gagner. Pour arriver à sortir de ça. Ouais. Et c'est ce que les gens ne se rendent pas compte en France aujourd'hui, parce qu'en soi, il n'y a pas encore le niveau. Est-ce que tu penses que d'ailleurs ça viendra, le fait qu'on soit reconnu pour de la préparation en France un jour, tu penses? En fait, je pense qu'il y a très peu de préparateurs en France aujourd'hui qui ont vraiment la dimension de pouvoir aller coacher des athlètes jusqu'à Olympia. C'est quoi pour toi le bon package d'un préparateur qui ira loin alors? Est-ce que tu dois avoir un truc en toi avant, non? Faut avoir un grain. Non, faut vraiment être obsédé. Faut vraiment être obsédé par ça. Il y a des gens il y a des préparateurs qui n'arrivent pas à sortir de la boîte. Ils veulent bosser avec des fichiers Excel. Ils ne peuvent pas bosser en dehors de leur fichier Excel. Ils sont obligés de sortir leur PC pour bosser. Ils veulent pas travailler le dimanche ou le lundi ou peu importe quel jour. Après 20h, ils répondent plus aux messages. Tout ce genre de trucs-là. De la même chose, ils s'adaptent trop à l'athlète ou au client qui arrive. Moi, je m'adapte pas à lui. C'est à lui de hisser son niveau jusqu'à pouvoir bosser avec moi. Ce qui veut dire que si je te dis que tu n'as pas besoin de savoir tes macros, tu n'as pas besoin de penser à pourquoi, tu dois juste savoir que tu n'as pas besoin de connaître tes macros. C'est un exemple. Si je te dis qu'il faut que tu fasses cet exo-là parce que c'est ça qui va t'aider à progresser, tu n'as pas besoin d'essayer de trouver un autre exo qui va te faire progresser, tu fais celui-là. Tu vois. Et le problème, c'est que aujourd'hui, les coachs qu'il y a, prep coach, lifestyle, je me prononce pas. Non, mais sans prep coach ou pas, moi aussi, je bosse avec des Excel et tous les gars depuis des années parce que j'ai appris à travailler que comme ça. Ouais, mais les gens, parce que c'est la façon la plus scolaire de travailler. C'est quelque chose qu'on peut standardiser et transmettre à plein de gens. Et du coup, on peut donner ces mêmes fichiers Excel à tout le monde. Et du coup, tout le monde peut les utiliser. Donc, si toi, tu le donnes à un autre coach et tu lui expliques comment faire, il va pouvoir reprendre ta méthode, ta façon de faire. Maintenant, est-ce que tu arriverais à reprendre comment je bosse et le faire? Maintenant que tu m'as vu bosser. J'ai essayé, mais en fait, j'ai toujours eu mes fichiers avec moi, même sur mon téléphone. J'ai essayé de me déplacer avec toi, etc. En fait, ce qui est compliqué à faire aujourd'hui, moi, si je veux potentiellement te suivre, je sais que je perdrai du monde parce que je pense que j'aurai pas encore confiance parce que j'ai pas de résultats à montrer. Je parle en préparation, je démarre, les gars. Résultat, pour moi, c'est gagner. Et je parle pas de résultats physiques, etc. Et tu l'as dit, c'est l'athlète qui doit se plier à ton niveau d'exigence et à ta manière de travailler à toi. Il y a une mauvaise façon de penser des athlètes qui viennent te voir, qui sont amateurs ou qui attendent ton CV. Et qui viennent voir et qui viennent et qui me disent non, c'est pas la façon de fonctionner qui me convient. Oui, mais moi j'ai des athlètes à Olympia chaque année. J'ai le CV que j'ai pu me construire jusqu'à maintenant. Et toi, tu prétends arriver à ce niveau-là. Donc, en réalité, c'est à toi de te fondre à ma façon de travailler pour pouvoir arriver à monter. C'est pas à moi à descendre mes standards et ma façon de travailler pour pouvoir t'amener plus haut. Ça, c'est une perte de temps. Donc, c'est à toi de prendre ce que je te dis et de le faire. Et si tu veux le comprendre, c'est mieux, mais au moins de le faire. Et aujourd'hui, t'en as qui arrivent et qui disent non, moi, j'ai besoin de savoir j'ai besoin de mes macros, j'ai besoin de ça. Tu sais pas ce dont tu as besoin. Si tu savais, si l'athlète savait ce dont il avait besoin, il serait déjà là où il voulait être. C'est ça l'idée en fait. Dans n'importe quel sport ou dans n'importe quel business, si vous savez déjà ce qui vous manque pour arriver à l'étape supérieure, vous avez juste à le faire. Si vous allez voir un coach, vous allez voir un consultant, vous allez voir un conseiller, c'est parce que justement vous avez besoin d'un avis extérieur sur ce qui vous manque, les lacunes que vous avez, pour monter au niveau supérieur. Donc à partir de là, c'est à vous de vous ouvrir et à accepter ce qu'on vous dit. J'ai essayé de travailler un petit peu comme toi, du coup, juste sur mes athlètes en préparation cette année. Ils ont tous été nickel. Ils sont tous allés au bout. J'en ai pas un qui s'est plaint. J'ai peut-être eu de la chance aussi, je sais pas. Mais j'ai peur que de bosser comme ça avec mes lifestyles, ça les fasse partir, tu sais. Non, moi je parle que de préparation. Que de préparation. Non, je parle que de on peut coacher d'une différente manière. Alors peut-être quand on a du lifestyle, il y a peut-être plus ce rapport à l'humain. Bien sûr. Après, le rapport à l'humain est différent quand on est avec des athlètes. Il est vraiment différent. Tu l'as vu quand je suis avec des athlètes, il y a des fois où en réalité je suis beaucoup plus proche de certains athlètes à certains moments qu'à d'autres. Ouais, il y a un truc que j'ai pareil, les gars, de me déplacer avec Yass, vous vous rendez pas compte, c'est dingue. C'est pas... Et même pour tous ceux qui ont par exemple du mentoring avec lui, donc qui font de la préparation, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement toutes les infos qu'il peut vous donner dans la pratique, c'est-à-dire les petits tips sur la diète ou peu importe que ce soit le training, la gestion d'un check-in ou autre. C'est si vous vous déplacez avec lui, c'est savoir se placer, savoir quand parler, avec quel ton,
Et ça, je l'ai vu parce que en ayant la chance d'être en backstage avec toi à Pittsburgh, j'ai vu le coach de Josema. Du coup, coachait pas à l'instant, qui ne coachait pas de la même manière que toi. Ouais. T'es pas du tout pareil que ce gars-là, et je pense qu'il y a différents profils et différentes manières de faire, tu vois. Mais j'ai trouvé ça fou. Mais en fait, si tu le vois pas, tu le sais pas, et donc cette année, j'avais beaucoup moins de pression et de stress, même si j'avais du monde, j'avais 10 personnes en même temps. Je pense que si j'étais réarrivé avec la même mentalité qu'en 2024, j'aurais été comme ça. Alors j'avais 2 personnes, hein, j'étais comme ça. Et en fait, c'est juste de m'imprégner de ta manière de faire, sans faire exprès, j'ai répété, parce que j'ai pas d'autre modèle. Du coup, je me suis senti beaucoup mieux, parce que je suis en train de trouver, entre guillemets, quand je dis mon style, c'est pas pour se donner un genre, hein, mais quelque chose qui est impactant envers tes athlètes, tu vois. Est-ce que tu as la même manière de coacher avec tout le monde ou pas? Il y a des petites nuances. Il y a des petites nuances avec certains, avec d'autres, ouais. Une petite nuance. Il y en a qui, des fois, qui disent ils me complimentent jamais, ils me disent jamais ce qui va bien, etc. Ouais, mais mon job n'est pas de te dire ce qui va bien, mon job est de te pointer du doigt ce qui va pas. Parce que tu perds, ou en tout cas, tu te fais battre sur les maillons faibles de la chaîne. C'est le maillon faible, c'est le maillon plus faible de la chaîne qui casse. C'est ça l'idée. Donc, tu peux être parfait de face et parfait de dos, mais tes fessiers sont soft, ça passe pas. C'est mort. Et du coup, le gars à côté te bat, on l'a vu il y a pas longtemps, un gars avec un fessier déchiré nous a battu alors qu'on est meilleur sur toutes les poses. C'est comme ça. Et il y a des athlètes avec lesquels je vais avoir besoin de leur dire ce qui va bien, mais aussi pointer ce qui va pas. Si tu prends par exemple un gars comme Marco, ça nous arrive de nous prendre la tête, pas méchamment, hein, c'est juste 2 gars très passionnés qui parlent de façon un peu animée, mais c'est jamais méchant. Parce qu'on a un point de vue différent sur 2 trucs, sur le même problème, sur comment le régler. Si un jour je dis à Marco qu'il est nickel, qu'il est magnifique, etc., et qu'il prend un deuxième call-out, je pense qu'il partira de chez moi. Ça va. Instantanément. Ce sera instantané. Si un jour je vois que lui ne fait pas ce que je lui dis à 100%, etc., ce sera la même chose. Mais c'est pour ça que ça marche aussi bien entre nous. C'est parce qu'on est tous les deux très intenses, on est tous les deux absolument intransigeants sur tout. Tu m'as raconté les premières fois où tu as eu Terence. Tu l'as récupéré, je crois, 2 semaines avant de monter sur scène ou 3 semaines avant, je sais plus. C'était en 2021. J'avais un gros début de saison. Je venais de gagner New York Pro, j'avais gagné une paire d'autres pro shows et j'avais plein de pro cards. C'était je crois que sur l'année, j'avais peut-être 10 pro cards sur l'année. Donc ça avait bien marché cette année-là. Et encore, c'était pas encore sur l'année, hein, c'était genre de mars à juillet, quelque chose comme ça, où ça a bien marché là-dessus. Et du coup, Terence me contacte et on est à 3 semaines de l'Arnold Classic. Il me contacte. John Meadows vient de décéder. Il a essayé 2 semaines avant ça, il a essayé de se gérer lui-même pendant 2 semaines. Le Terence c'est quand même très instruit là-dessus. Que ce soit sur l'entraînement, sur la diète, sur tout ça et tout, c'est pas... Il pourrait se gérer seul s'il avait la lucidité de le faire. Et pourquoi toi? Parce qu'on s'est rencontrés en 2018 et on est toujours resté en contact, amicalement. Toujours resté en contact amicalement. J'étais allé loger chez lui en 2019, parce que j'avais une athlète qui concourait à Tampa. Il nous avait logé chez lui. Ensuite, lui était venu loger en 2018 aussi. 2020, il avait fait... c'était 2020 ? Ouais, 2020, il avait fait 2 à Olympia. Excuse-moi, 2020, il avait fait 2 à l'Arnold. Et moi, j'avais quelqu'un qui avait fait 2 à l'Arnold dans une autre division aussi. Et on s'était croisés en backstage, on s'était félicités, on avait rigolé un peu ensemble. Arnold aux États-Unis. Ouais. Parce que pour toi, il n'y a qu'un Arnold. Pour moi, il n'y a qu'un seul Arnold. Pour moi, c'est l'Arnold Columbus, le reste, ça n'existe pas. Septembre 2020, il avait fait 2 à Olympia aussi. Le lendemain, moi, j'avais une athlète qui avait fait 6 ou 7, je sais plus. À Olympia aussi, je commençais un peu à monter là-dedans. Et j'écris à Terence le lendemain matin. Est-ce que c'est la fois où tu t'es acheté ton petit ensemble boss et que tu n'avais plus d'oser? Non, c'est plus tard. C'est 2020. 2021, ça. On arrive à Olympia 2020. Ouais, ça. Donc, Olympia 2020, où il fait 2. Et je lui ai écrit, je dis, félicitations pour ça et tout. Il me dit, mais t'es ici? Je dis, ouais. Et il me dit, attends, viens, on prend le petit déj ensemble. On a pris le petit déj ensemble. Et moi, à l'époque, je prends le petit déjeuner avec le gars qui venait de faire 2 à Olympia. Et là, qui c'est qui descend aussi? Natalia Coelho, qui venait de faire aussi 2 à Olympia. Je me retrouve à prendre le petit déjeuner avec Terence Ruffin et Natalia Coelho. J'avais 2 deuxièmes places à Olympia avec moi pour le petit déj. On discute un peu et tout. Et on est toujours resté en bon contact. En pote, tu vois. En avançant un peu, on se retrouve après en 2021. Donc, on est en juillet, je crois. Et il m'envoie un message et il me dit Yacine, est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil à des photos et me dire ce que t'en penses? Je dis, vas-y. Il m'envoie les photos et c'est des photos de check-in de lui. Je regarde, je fais, oh. Je savais qu'il faisait l'Arnold 3 semaines après. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il me dit, est-ce que tu penses que tu pourrais me mettre prêt pour la compétition? Je veux juste pas me prendre la honte là-bas, je sais que je serai pas prêt. Je regarde les photos, je dis, envoie-moi ton plan, envoie-moi toutes les données, je te dis ce que je peux faire. Il m'envoie le plan, il m'envoie les trucs, je vois dessus ce que je peux améliorer. Je lui dis, je pense que c'est faisable, je pense qu'on peut gagner. T'étais sûr de toi? J'étais sûr de moi. Lui me répond, il me dit ok, bon, bah, vas-y. À ce moment-là, t'étais en France? J'étais en France, ouais. Du coup, juste pour parler des heures de travail, c'est pas les mêmes, puisque du coup, je connais Yass maintenant. Le mec est réglé comme Cristiano Ronaldo, c'est des siestes de 15 minutes la journée, parce que le soir, en fait, il se réveille pour répondre à des check-in par session. Et... Ah, on commence sa prépa, on avance dedans.
Lui, après, m'a raconté que quand il a reçu le message qu'on allait gagner, il a regardé Joe Bennett qui était avec lui à ce moment-là. Et il lui a dit, je crois qu'il est fou. Ouais. Joe Bennett, hypertrophy coach, les gars. Ouais, Hypertrophy Coach, qui est l'entraîneur de Terence. Toujours encore. Et du coup, on se retrouve à faire l'Arnold 3 semaines après, où il arrive et il gagne. Il gagne l'Arnold. Du coup, là, c'est la première fois où... Je veux que tu me dises un truc, du coup, vis-à-vis de... sur le moment, quand Terence va monter sur scène, etc., est-ce que, il me semble, sans dire de bêtises, tu n'étais pas sur place, hein? Non, je pouvais pas être sur place. Tu regardais le live? Non, t'avais pas pu. J'étais en quarantaine à Dubaï pour pouvoir voler après, parce qu'il y avait encore les trucs de Covid. Ok, question. Niveau pression sur 10? À 12. 12? Ouais. Vomi ou... Non. Pas encore? Non, pas encore. Bon, ça s'est amélioré aujourd'hui. Là, c'est bon. Mais là, j'étais à 12, parce que je savais que je jouais ma carrière. Mais je la jouais pas encore à ce moment-là. Je savais que c'était un peu le test pour savoir si j'allais jouer ma carrière après avec lui ou pas, parce qu'il était qualifié pour Olympia juste après. Mais on faisait quand même l'Arnold. L'Arnold, en classique physique, c'est la deuxième compétition la plus prestigieuse après Olympia, qui est aujourd'hui aussi prestigieuse qu'Olympia, honnêtement, c'est la même chose. Et du coup, on se retrouve après Olympia, on avait 2 semaines entre les deux. Terence va au siège de la PC Pro League et tout, il fait un check-in avec Tyler et je sais plus qui y avait d'autres, mais il y avait Tyler. Et il lui demande qu'est-ce qui manque pour que je sois à fond. Il lui dit la condition, il faut que tu améliores ta condition. Terence m'envoie le feedback. Il me dit ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrive plus sec. Je sais plus, il y avait 2 ou 3 semaines entre les deux. Je dis ok, pas de problème. Je lui update la diète de suite, je lui envoie 10 minutes après. Il me dit mais tu m'as augmenté les carbs. T'inquiète, fait. Il augmente les carbs, il se lève le lendemain, un peu plus dur, il se lève le surlendemain, un peu plus dur, et ça continue comme ça. Il devient de plus en plus dur. On arrive à Olympia. Et là, on est à Olympia. Et entre-temps, j'ai aussi la numéro 3 en bodybuilding, femme, qui me contacte pour me confier la fin de sa prépa, plus une wellness, avec qui j'ai fini la prépa en sous-marin, mais on va dire que c'était pas moi, mais c'était moi quand même. Et j'avais du coup tous ces gens-là, plus celle qui avait gagné New York Pro qui faisait ça. Mais surtout, je savais que j'avais Terence et les Trevino, qui était... T'avais beaucoup de femmes à l'époque? J'avais pas mal, ouais. Et j'avais aussi les Trevino qui avait fait 3 Olympiens en bodybuilding l'année précédente. Et le contrat que j'avais avec Terence, dans ma tête, c'était au moins de le remettre dans le top 3, voire même 2. Et l'autre contrat que j'avais avec Ellie Trevino, c'est de la mettre sur un confirmation round avec celle qui gagnait à l'époque, qui gagne toujours, Andrea Chou. On arrive au pré-judging pour bodybuilding femme. Il se passe ce que j'avais prédit, parce qu'on fait tout nickel. Elle est appelée pour un confirmation round avec Andrea Chou. Mon contrat est rempli, elle est 2. 2 Olympia minimum. Est-ce qu'on allait gagner ou pas, on savait pas, mais elle fait 2. Au final, elle fait 2. Le lendemain, on a Terence qui monte. À l'Arnold? À Olympia. À Olympia, là? Là, on est en septembre à Olympia, octobre, je sais plus. T'as passé... Ah non. Et c'est après le Arnold ou pas? C'était avant. Mais t'as pas fini? Alors Arnold, on l'a gagné, je l'ai dit déjà. Non, tu l'as pas dit. Ah si. Fini l'histoire. On a gagné. Donc on a gagné Arnold, ouais. Et du coup, on se retrouve encore, hein, donc je recontinue mon histoire avec Olympia. C'est juste que de base, moi, ce que je voulais te faire dire, c'est que aujourd'hui, quand je te vois gérer tes compétiteurs... En soi, t'es serein. Bon, Olympia, c'était un peu dur quand même. Parce que, c'était un peu été dur, ouais. Parce qu'on est allé pour gagner. Juste ton niveau de stress aujourd'hui, il est complètement différent. Ta gestion, elle est différente. C'est ce que je voulais dire. C'est ma gestion qui est différente, mais le niveau, il est le même. Niveau de stress, tu parles de pression ou stress alors? Pression, vraiment, pression. Ouais. Mais je me souviens encore que, du coup, on est au pré-judging de Terence pour Olympia. Je vais le checker le matin. Je le vois, il est nickel. Super. Je donne quelques instructions et tout. C'est à partir de là qu'on a pris cette habitude avec Terence, ce jour-là, qu'entre pré-judging, entre ses passages, il me texte. Et il m'envoie juste un point d'interrogation pour me dire qu'en gros, il est devant son téléphone pour avoir mon feedback. Et du coup, à chaque fois, je lui dis, mets plus d'huile, ou sur cette Olympia, c'était serre tes abdos, bon, on y verra après. Mais c'est à chaque fois, je lui donne des instructions par rapport à ce qui se passe autour de lui, pas par rapport à lui. Parce que lui, au niveau posing, il est irréprochable. Mais ce que je veux, c'est exposer les autres qui sont à côté de lui. Posing irréprochable, mais à New York, ça m'a... Et pareil, les gars, de suivre ce gars, ce mec est fou. Le mec, il a donné... Et parce que c'est là où tu m'as appris encore un autre truc, le fait de me déplacer avec toi. Tu as donné un conseil de posing à Terence pour Pittsburgh, qui me semble, et donc que Terence a répété à New York, pour pouvoir battre Josema. Et Josema, cette année, à Olympia, a réutilisé la pose que tu avais donnée à Terence, avec laquelle il s'était fait battre. Et tu as donc quand même donné des conseils de posing à Terence. Et tu m'avais dit, quand il y a donc 2 gars qui sont sur la même affiche, il faut jouer sur le posing pour pouvoir faire apparaître les points faibles du gars en face de toi. Et c'est grâce, honnêtement, à cette pose, je pense à Pittsburgh aussi quand même, que à Pittsburgh, on gagne sur cette pose. Ça a été confirmé par un juge, par Bill. On vous mettra la pose, les gars. Exceptionnel. Et je crois qu'on l'a en vidéo check-in où tu lui dis, ça c'est ta pose maintenant. Ouais, mais je voulais qu'il le fasse que sur ça, que sur ce show. Et à New York, évidemment, parce qu'on avait le même line-up qui arrivait. Mais ouais, c'était l'idée, ouais.
Mais en gros, je savais que. Attends, je finis Olympia d'abord, peut-être. Ouais, fini Olympia, mais là on a avancé de 4 ans. Il y a trop de trucs à dire. Ouais, mais c'est juste pour continuer à dire qu'à chaque fois que je me déplace avec toi, en fait, être un prep coach, c'est pas juste envoyer des gars sur scène. Il y a tellement de gestion. Et en fait, juste avec un simple mentoring, c'est ouf, hein, tout ce qu'on apprend. Mais les mecs, déplacez-vous si vous avez l'occasion de pouvoir voir ça. Déjà, ça n'a pas de prix. Merci. Vous allez prendre une gifle d'expérience, c'est chaud. Ouais, du coup, on est reparti batterie changée, les gars. Donc, du coup, on est à Olympia 2018, on est au matin du pré-judging de Terence. Et là, je savais que. Déjà, quand j'étais arrivé dans l'hôtel, je rembobine un peu, mais quand j'étais arrivé dans l'hôtel, je suis à l'enregistrement pour prendre ma chambre à l'hôtel. Je logeais dans l'hôtel des athlètes. Et là, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me reconnaissent, du coup, parce que j'avais été posté un peu par les athlètes et tout, donc j'étais un peu plus visible. Et j'ai Marc Anthony, qui, par exemple, qui vient me voir, qui était accompagné de Jay Cutler. Et ils arrivent, ils me font « Oh, c'est toi le coach du moment, machin, nan, nan. » Et là, j'ai Jay Cutler qui arrive, qui me dit bonjour. Marc Anthony, c'est le premier men's physique de l'histoire, qui me dit bonjour. Tiens, bon boulot avec Terence, félicitations pour l'Arnold et tout. Jay Cutler qui est là, ah, c'est le coach de Terence, tout, ah, bravo, bravo. Et là, la pression me rentre dedans, ça y est. Genre, c'est Olympia, c'était à Orlando, je crois que celui-là. Mais je suis à Orlando et je me prends toute la pression d'un coup. Et là, j'avais pas encore mesuré ce qui allait se passer là-bas. Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai le gars qui avait fait 2 l'année dernière en classique. J'ai celle qui a fait 3 en body l'année d'avant. J'ai une wellness qui peut potentiellement rentrer dans le top 5 ou plus haut. J'ai une women's physique qui peut rentrer dans un top 5, top 10. Je me dis, wow, je joue. Là, littéralement, je savais que je jouais ma carrière. En gros, soit ce week-end-là, je me faisais un nom, soit je m'éteignais et je me mettais un gros point noir sur ma carrière qui allait me suivre pendant des années parce que j'allais rater quelque chose qu'il fallait pas que je rate et que ça allait me suivre pendant des années. Et encore une fois, j'ai tout mis sur le rouge. Quand tu dis que tu joues ta carrière, c'est les plus de 20 semaines peut-être de préparation en fait qui comptent en elles-mêmes, ou ça se joue jusqu'au bout, jusqu'à la semaine de Peak Week où tu peux faire changer les choses? Tout le monde s'en fout des 20 semaines de prépa. Ce qui compte, c'est le jour J à quoi il ressemble. Et ce que les juges disent. Donc, est-ce que pour toi, une Peak Week, comment tu l'abordes en fait? Tu fais des tests à l'avance, tu connais ton gars, tu l'as depuis des années? Il n'y a aucun test à faire, je sais quoi faire quand il faut le faire. Parce que je t'ai jamais vu faire la même chose en fait avec tes gars. Tu sais ce qui marche, mais en fait tu fais au moment. Parce que le contexte change à chaque fois on veut des résultats différents, on affronte des personnes différentes, on a des coachs différents en face, on a aussi des scènes différentes des fois. Donc, et le fait que j'ai carb up quelqu'un la semaine d'avant, plus en plus, je l'ai mis dur, etc. Le lundi, quand il se lève, c'est plus le même gars que la semaine d'avant. Je peux pas gérer deux peak week consécutives de la même façon. Et est-ce que tu es le genre de coach qui te dit, OK, j'ai un terrain qui est nickel, en soi, je peux ne pas prendre de risque, l'amener top sur scène, ou tu es le gars qui veut prendre à chaque fois le risque de l'amener au max que tu peux, ou si tu as 5% à gratter, tu les grattes? Je prendrai toujours le risque. Parce que c'est ce risque qui peut faire la différence entre gagner et perdre. Par contre, ne pas prendre le risque, ça laisse aux autres la chance de nous battre. Et les risques qu'on prend sont calculés, on sait ce qu'on fait. C'est pas vraiment un risque. Le risque qu'on peut prendre, c'est peut-être de changer une pose qui va pas leur plaire. Là, on l'a vu avec Terence à Olympia, je pense que c'est le meilleur Terence qu'on a vu. J'ai entendu dans le public, hein, quand il a été annoncé 3e, les gens ils étaient pas contents. Non. Et après, on a eu un Terence encore à Prague. Il y a plein de facteurs qui ont fait qu'il était mieux à Prague. Déjà, le fait qu'il était moins stressé aussi, ça a sûrement aidé. Hein. Mais ouais, Terence est encore un peu mieux à Prague, donc ça nous montre qu'en réalité, on aurait pu être meilleur encore à Olympia, en gérant un peu différemment. Ça doit faire pas loin de 15 shows qu'on fait ensemble. Et on apprend encore, quoi. 15 victoires. 15 shows. Sans compter du coup celle d'Olympia. Non, en réalité, on a 12 shows, 10 victoires, ou 13 shows, 9 victoires, un truc comme ça. Du coup, tu peux finir avec les classements que tu as eu cette année-là? Et du coup, à Olympia, je te raconte le truc du début. À Olympia, je me lève le matin du pré-judging, je vais checker Terence vite fait, je reviens dans ma chambre, et là, je me reconcentre, juste moi-même. En face du miroir, je commence. Et là, je commence à avoir une nausée et je pars vomir. J'avais trop de pression, vraiment, j'étais pas bien. Je pars vomir. Il y avait la conférence de presse aussi 2 jours avant, où mes athlètes sont appelés sur scène pour parler et tout. Et là, je me dis, wow, je commence à avoir mal au ventre et tout. Je suis malade ou quoi? Je laisse. Et j'arrive au matin du pré-judging de Terence, et là, je vais aux toilettes et je vomis. Dans la toilette de ma chambre. Je me relève, je fais, wow, ah ouais, la pression, elle est forte là. Je pars au pré-judging, je m'assois. Et là, il y a Joe Bennett qui m'envoie un message, il me dit, t'es où? Je suis, je suis dans le public. Il me dit, viens, je t'ai gardé une place. Je m'assois à côté de lui. On a quelques personnes qui viennent s'asseoir à côté de nous et tout. On regarde Terence qui monte, fait son truc. Nickel. Il est appelé, il est au milieu, il est à côté de Chris. On sait qu'on est là où on doit être, c'est nickel. Chris Bumstead, je rajoute. Oui, Chris Bumstead, ouais. Je me retourne vers Joe, je dis, t'en penses quoi? Il me dit, parfait. On part à l'hôtel, je dis à Terence, tu vas te mettre dans ta chambre. Il se met dans sa chambre, il m'attend. Je le laisse se reposer 20 minutes, tout seul.
Je vais faire un tour et tout, je prends quelques feedbacks de certaines personnes à qui je sais que je peux demander des feedbacks intéressants, donc Xav, et je dis qu'est-ce que t'en penses et tout. Il me donne des feedbacks, je suis ok. Je marche un peu dans l'hôtel et là je me retrouve dans une conversation entre une athlète à moi et un juge, je vais pas donner de nom parce que c'est pas... Un des juges disait ouais, là au pré-judging c'est Terence qui gagne. Ce gars-là jugeait à cette table-là. Et on va voir en finale, mais il se peut que Terence, on se peut qu'on a un nouveau Mister Olympia aujourd'hui. Là la pression remonte encore. Je vais voir Terence, on regarde un peu et tout, je lui dis quoi manger, quoi boire, quoi faire et tout. Il monte le soir, on a annoncé deuxième. On se dit quoi? On se dit bah tant pis, l'année prochaine, on y retourne. En gros l'idée de ce week-end-là c'était que j'ai eu 2 grosses opportunités qui m'ont été données, même si c'est pas vraiment un don, parce que dans un sens j'ai l'impression que je les ai mérités quand même, avec tous les risques que j'ai pris avant et les résultats que j'ai réussi à avoir avant. C'est pas pour ça que j'ai géré ça de la façon la plus safe possible. J'ai pris encore plus de risques. Donc, en plus d'avoir des opportunités risquées, j'ai risqué par-dessus ça. Et c'est ça qui a payé. Du coup, je suis reparti de ce week-end-là avec 2 deuxièmes places et je sais plus, un top 10, mais je sais plus exactement laquelle. 8, tout comme ça. Mais 2 deuxièmes places à Olympia ce week-end-là. Ça, c'était en 2021. Ça, c'était 2021. Et juste entre 2021 et 2025, du coup, cette année-là, que ce soit vis-à-vis de ton nombre de pro-cards, même si je sais que c'est pas trop ce qui t'intéresse, et vis-à-vis de ton nombre de pro-win, t'as explosé depuis en 4 ans? Alors, 2022, j'ai fait 14 pro-cards, mais moins de pro-win que ça. Mais on a quand même gagné l'Arnold avec Terence, encore une fois. Et devant les plus grands noms qu'il y avait à l'époque, à part Chris. Donc ça nous remettait en position de prétendant au titre pour l'année suivante. Donc on avait réussi à protéger ce statut. Mais malheureusement, Olympia 2022 a pas été bon pour nous. Lui était pas très bien dans sa vie et dans sa tête, moi non plus. Donc c'est pas là, on n'était pas au top. La différence entre lui et certains athlètes, c'est qu'on s'est pas blâmé l'un l'autre. On savait très bien qu'aucun de nous deux était au top, mais personne n'était à blâmer là-dessus. On a fait ce qu'on pouvait avec les cartes qu'on avait en gros. On a joué avec ce qu'on pouvait. On a quand même réussi à sortir une 6e place, mais on savait qu'on devait se retourner se qualifier. Ce qui n'était pas arrivé depuis 3 ans quand même, à devoir retourner se qualifier. J'ai une question, Yass, en vrai. Outre les voyages, est-ce que tu penses qu'il y a un certain nombre de... du coup, je parle pour ceux qui nous regardent, donc en France. Est-ce que tu penses qu'il y a un certain nombre de pro-cards à avoir pour être reconnu ou ça veut rien dire pour toi? Je pense que si vous finissez avec 20-25 pro-cards, mais que vous n'avez jamais amené un athlète à Olympia, il y a pas vraiment vous n'avez pas encore achevé un statut. Genre, je pense qu'il y a un statut de coach Olympia qu'il faut arriver à avoir. Et après, une fois que vous êtes dans ce statut de coach Olympia, c'est pas parce que vous avez un athlète une fois Olympia que vous êtes vraiment légitime et reconnu comme coach Olympia. Parce qu'il y a beaucoup de coachs à Olympia qui vont emmener une athlète en bikini qui s'est qualifiée sur un show où il y a personne. Ou ce genre de configuration-là. Je pense que si vous le répétez pas plusieurs années dans plusieurs divisions différentes, vous êtes toujours pas assis et légitime à ce niveau-là. Donc je pense que avant d'arriver à rentrer dans cette espèce de cercle fermé des coachs qui sont toujours là pendant les enregistrements des athlètes, et tu l'as vu, je t'ai emmené à ça, je t'ai montré qui était là. Tu as vu qu'on se connaît tous, on se met tous au même endroit, on parle tous entre nous, et c'est l'espèce de club un peu fermé des coachs à Olympia. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous donner des objectifs en soi pour ceux qui ont envie de se lancer dans la préparation vis-à-vis des résultats qu'on devrait avoir peut-être au moins, ça nous listerait peut-être une liste de quêtes ou d'objectifs à remplir pour pouvoir petit à petit grossir, c'est-à-dire combien de pro-cards il faudrait gagner peut-être par an ou combien il faudrait en gagner au total avant de, je sais pas, prétendre à faire une pro-win. Non, le truc, c'est que ce qu'il faut arriver à faire, c'est pouvoir arriver à avoir des athlètes dans des conditions irréprochables chaque année, chaque saison, chaque show. Si vous arrivez à faire ça, déjà, il y a un moment où ça va payer, un moment où vous allez arriver à percer. Le nombre de pro-cards, il n'est pas forcément super important. Puisqu'il y a un moment où, c'est là où j'en suis, et je suis un peu emmerdé parce que j'ai plus beaucoup d'athlètes amateurs maintenant. Donc je peux plus avoir beaucoup de pro-cards en réalité. Non, mais des pro-wins, t'arrêtes pas. Par contre, voilà, cette année, on a fait plus de 10 pro-wins, je sais plus. Plus en plus le nombre de top 5 et de top 3 qu'on a eu sur des pro-shows. Mais le problème, c'est que les top 3 et les top 5 dans ma bio, moi, je les marque pas. Je marque que les victoires. Mais ça te permet quand même, pour ceux qui ont moins de niveau déjà, c'est bien de ramener un pro. Ça te permet peut-être quand même de récupérer des gars que t'as battus. Bien sûr, sur un line-up. Oui. Mais l'idée, en gros, c'est d'arriver à avoir d'abord quelques pro-cards. Ces athlètes pro, les emmener sur des pro-shows, de les faire performer, voire de les faire gagner. Et après, d'accéder à Olympia. Et est-ce que tu penses qu'il y a des athlètes qui sont faits juste pour passer pro et performer en pro, et d'autres qui ne feront jamais rien en pro, donc bon. Il y a 2 facteurs limitants qui peuvent bloquer un athlète. Le premier, c'est génétique. Il n'y a pas d'ordre de préférence ou d'ordre de priorité. Hein. C'est juste, faut que j'en mette un en premier et l'autre d'abord. Génétique, parce que génétiquement, il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir pousser plus loin que ça. Et le deuxième, c'est l'état d'esprit, on va appeler ça comme ça. Si vous n'êtes pas prêt à travailler dur, à prendre des feedbacks, à être critiqué, à prendre de la pression, à perdre et à comprendre pourquoi vous avez perdu. Et si vous n'êtes pas prêt à rebondir après avoir perdu,
faut pas concourir. Il y a un truc que je trouve incroyable, mais les gars, le mec, il est à notre niveau. J'ai déjà vu Yas amener des athlètes au Olympia, sans citer de nom, par exemple, faire 7, il me semble, et me dire, bon ben voilà, là j'ai fait le meilleur résultat de sa vie, elle fera jamais mieux. Mais juste parce qu'il y a l'élite génétique devant en soi, tu vois. Mais je trouve ça fou que de se rendre compte que Dans son cas, à elle, il y a des gens qui gagneront jamais. Mais même te dire, merde, j'ai fait 7 avec elle, c'est bon, j'ai fait le max. C'est fini. dans son cas précis à elle, le problème, c'est pas tellement génétiquement, le problème, c'est son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est pas organisé, c'est quelqu'un qui est. On pourra jamais faire mieux. Qui est pas sérieux, quelqu'un qui veut pas faire d'efforts sur tout ce qui sort du bodybuilding pur. En gros, c'est quelqu'un que tu peux lui faire confiance pour tenir sa diète, tu peux lui faire comprendre pour s'entraîner le plus dur possible, pour se lever tous les jours à la même heure, etc. Ça, elle le fera. Mais tout ce qui est à côté, elle le fera pas. Bosser son posing, ça l'intéresse pas. Ne pas être en retard au check-in, ça l'intéresse pas. Voilà, apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer plus efficacement avec toi, ça l'intéresse pas. Tous ces trucs-là, elle veut pas le faire. Parce que c'est chiant. Elle a pas envie. Voilà. Et le problème, c'est que, on en revient à comment tu perds sur scène. Et c'est valable dans tous les sports. C'est le maillon le plus faible de la chaîne qui casse. On en revient à dire que c'est pas juste toi de ton côté amener un athlète sur scène et qu'il soit déchiré, avoir une diète et un training nickel. Et comme pour les athlètes, c'est pas juste une question de s'entraîner et tenir sa diète ou autre. Il y a énormément de points aller à la salle, il y a une différence entre s'entraîner et aller à la salle. Aller à la salle et suivre une diète, tout le monde peut le faire. Maintenant, être un athlète professionnel, c'est limité. C'est limité à une certaine catégorie de personnes. Maintenant, c'est pas limité par la naissance. Vous n'êtes pas limité à la naissance, si vous pouvez l'être ou pas. Vous êtes limité, le premier facteur limitant est dans votre tête. Est-ce que vous allez arriver à modeler votre état d'esprit, à pouvoir vous dire que vous allez faire ça et à faire tout ce qu'il y a autour de ça. Travailler votre posing, à faire votre cardio, même quand vous n'avez pas envie de le faire, à faire tous ces rêves que vous n'avez pas envie de faire, ces exos que vous n'avez pas envie de faire, de ne pas aller juste chercher les exos qui sont les plus confortables pour vous quand vous vous entraînez. Et ça, il ne faut pas le faire juste un mois ou deux, il faut le faire toute l'année. Et c'est au terme d'1 an, 2 ans que là, vous voyez vraiment la différence. Allez, on va prendre tes 20 ans, on va prendre 20, 25, 30. Là, tu es à tes 35 ans, je te demanderai du coup tes objectifs, mais si tu devais retenir une période ou un moment de tes 20 ans, ce serait quoi? Mais 20 ans? Ouais. Du coup, tu n'avais pas encore d'athlète du tout et je crois que tu faisais même pas de musculation, non? 20 ans, si, je m'entraînais, mais je coachais pas, je faisais rien là. Non, 20 ans, j'étais encore à la fac. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant de ta vie à tes 20 ans? Peu importe que ce soit dans le sport ou aux familles, peu importe. Non, à 20 ans, il n'y a rien eu. Ta vie, c'était de la merde. Ouais, c'était pas ouf. Et qu'est-ce que tu... ok, bon allez, c'est pas de problème. À tes 25 ans, du coup? 25 ans, c'est quand j'ai commencé à coacher. Quand j'ai commencé à coacher et que j'ai fait le deal avec moi-même que soit j'allais être un des meilleurs là-dedans, soit j'allais pas le faire. Il y a un moment qui t'a marqué en particulier ou non? En soi? Quand j'avais 25 ans? Ouais, te retrouver un moment. Il y a le moment où j'ai écouté quelqu'un que j'aurais pas dû écouter, qui m'a dit que ce que je voulais faire là-dedans professionnellement, c'était un fantasme, que personne en France n'était jamais arrivé à le faire et que je devrais trouver un vrai boulot. Et que du coup, j'ai postulé pour aller travailler dans un intersport, c'était ça, intersport, je crois. Et que je suis allé y bosser 10 jours et que j'ai dit, je me casse, c'est pas pour moi. Et ce jour-là, j'ai re-signé avec moi-même pour me dire, soit je réussis là-dedans, soit je ferai rien d'autre. Intéressant. À tes 30 ans, du coup? 30 ans, c'était la première fois que j'avais une athlète à Olympia. 30 ans, les gars, retenez. C'est la première fois. Et donc ça, c'est ce que tu retiendrais de cette année-là. Et dernier point, non, ça, je te le poserai après. J'allais te dire, tes objectifs comme ça va les bouger un peu pour le début d'année, mais ça, on y viendra après. Du coup, vu qu'à 20 ans, il ne s'est rien passé, on va pas en parler, mais pour tes 25 ans, qu'est-ce que, si demain tu rencontrais le petit Yas de 25 balais, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je dirais prends encore plus de risques. Pire? Ouais. Pour quel objectif en soi? Aller plus vite, plus loin? Plus loin. Plus vite, non. Plus loin. Qu'est-ce que tu dirais du coup au Yas d'il y a 6 ans maintenant, parce que tu as 36 ans, avec son premier athlète à Olympia? Ah, je pense que j'aurais évité certaines collabs avec certains athlètes. Tu lui aurais dit quoi du coup? Oh, je lui aurais donné une liste d'athlètes avec lesquels pas bosser. Comme ça cache. Dans le futur, tu n'aurais pas donné un conseil, lui dire de continuer ce qu'il fait? Je l'aurais dit aussi d'investir dans le Bitcoin, mais c'est pas... Pas con, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi quand tu dis ça, ça veut dire qu'en finalité, le coaching, tu dois faire ça toute ta vie, ou il y a un moment donné où tu vas vouloir peut-être... Non, moi je me suis fixé qu'en gros, il faut qu'à 40-41 ans, soit j'ai gagné Olympia, soit j'arrête. Voilà, c'était la question qui allait venir. Quels sont tes objectifs à venir? Qu'est-ce que c'est les goals que tu as envie de cocher dans ta vie? J'en veux 3, s'il te plaît. Là, dans les 5 prochaines années, il faut que j'ai gagné un Olympia.
Sinon, ce sera la fin de mes années de coaching, je ferai autre chose. Tu dis ça, tu sais, tous ceux qui ont gagné Olympia, même là encore cette année, ils ont plus de 50 balais, il y a ça. Ouais, je sais. C'est un des plus jeunes. C'est ça, non? C'est le plus jeune, non? Prep coach. Non, il y a... Très très bon. Non, mais il y avait Jensen aussi. Johnson, ouais. Mais qui ne coache plus aujourd'hui. Donc, Non, mais il avait déjà gagné Olympia, lui. Ouais, mais à l'heure actuelle, t'es le plus jeune, non? Je crois. Bah, à ce niveau, il y a des coachs qui sont plus jeunes que moi à Olympia. Non, mais, je parle du à ce cercle niveau-là, oui. fermé, on va dire. Ouais. Du club. Allez, Ouais, vas-y. tous les autres ont au moins 10 ans de plus que moi. Ouais. Donc, gagner Mister Olympia au moins une fois. Ouais. Donne-moi en 2 autres, s'il te plaît. Même si ça a pas rapport avec le bodybuilding, on s'en fout. Ah, mais ça n'a pas rapport. Même s'il n'y a pas de rapport. 2 objectifs que tu as envie de cocher. Quelques objectifs un peu plus perso à côté. Ouais. Genre sur vie perso ou. Ouais, ça m'intéresse, ouais. Ouais, bah non. Tu veux pas donner? Je peux pas dire ça, non. Est-ce que demain, si tu arrêtes le bodybuilding, tu supprimes ton Insta ou pas? Ouais. Non, en fait, je pense que je le supprimerai pas. Je pense que je le laisserai comme ça. Mais je demanderai à quelqu'un de changer le mot de passe et de ne jamais me le donner. De le laisser comme ça. Un mémorial. Voilà, pour que ce soit là. Hein, que si jamais un jour j'ai envie de regarder, parce qu'il y a quand même 10 ans de ma vie dessus. Enfin, à ce moment-là, il y en aura 15. Mais il y aura quand même 15 ans de ma vie et 15 ans de carrière dessus. Et je me dirais, de temps en temps, peut-être, j'irai scroller pour regarder, pour me rappeler un peu les histoires, rappeler un peu les voyages, les galères, les Cavale. Ouais, les cavales. Les cavales, c'est nos voyages. Hein. On s'invente une vie un peu, mais c'est plus cool comme ça. On fait le point sur ce dernier Olympia parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller à Vegas, les gars. Vegas, c'est incroyable d'ailleurs. Hein. Hormis le strip et tout, j'ai adoré la ville. Je sais pas si, je crois Quand que tu t'aimes dis pas le trop, strip, toi. c'est la rue, c'est pas le strip club. Non. Bon, les gars. Ah, tu dis strip, ils savent pas. Mais non. Les gars, c'était fou. En fait, c'est comme ce que vous voyez sur les photos ou les vidéos, en fait, hein, Vegas. Moi, je déteste, ça me saoule. Mais... Et Vegas, c'est une ville de vice, les gars. Il y a que du vice là-bas. Il y a tout pour tomber dans le vice. Voilà, je préfère le dire. Maintenant, on va parler de ton dernier Olympia. Parce que t'avais combien? Attends, je sais quoi, je vais compter. On avait 7. Un men's physique. T'avais un seul classique, donc Terence. T'avais Polo en men's. J'avais 2 classiques, mais il y en a un qui est resté secret. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. 2 classiques. T'avais une women's physique. Une figure. Un 212. Et Marco en 212 qui a fait 9e exceptionnel. Marco, en plus, je me suis régalé avec lui. Et une bikini. Et je sais que vous avez vu ces vidéos. Et la bikini, putain. La bikini, les gars, incroyable. Moi, j'adorais. Mais putain, je suis dégoûté. Je crois qu'elle a pas été... Un 3e call-out. Elle fait genre dans les 20. Mais c'est trop compliqué, les gars. Juger bikini, c'est impossible. C'est pas... Les gars, il y en a trop. En fait, ça se juge à quoi? C'est à qui est la plus sympa ou... Non, parce que vraiment, je comprends pas comment c'est jugé, cette caté. Et des fois, c'est un peu des concours de popularité, ouais. C'est ouf. Je te laisse débriefer ton dernier Olympia, si t'en es content déjà. Bah, du coup, sur cet Olympia, on avait deux. Bon, il y en avait une, c'était son premier Olympia. Donc, il fallait juste qu'elle y aille et voir ce qu'on allait y faire. C'était qui? Yulia. La bikini, c'était son 2e Olympia. Mais on savait qu'on n'était pas encore. On espérait rentrer dans un top 15, peut-être top 10, mais on savait que ça allait être juste. Au final, elle fait entre 15 et 20. On n'était pas trop loin. Mais elle se classe pas. Pour moi, les 2 plus gros... Et on avait Polo aussi, qui avait un physique nickel. Ouais, Polo, c'était ouf. Mais qu'il fallait que je réajuste par rapport à ce qu'il fallait. Il était un peu stressé aussi, c'était son premier Olympia. Et du coup, il était beaucoup mieux en Roumanie. Et je pense que s'il était arrivé comme en Roumanie, vu qu'il a battu le gars qui fait 12 à Olympia, il y a de grandes chances qu'il rentre au moins en faisant 12, au minimum. Donc c'est à peu près le niveau que Polo a aujourd'hui. Je pense qu'il a un niveau... On peut dire qu'il a un niveau de top 15 à Olympia. Mais c'était pas encore possible de le montrer à Olympia. Et après, on avait 2 gros défis pour cet Olympia. Le premier, c'était Marco, de rentrer dans le top 10 et de battre un gars qui nous avait un peu arnaqué à Amsterdam et de remettre les pendules à l'heure avec lui. Et le deuxième défi, c'est qu'on avait Terence qui avait pris 1 an off pour remettre tout ce qu'il avait à remettre nickel et qui revenait après avoir gagné Pittsburgh et New York et qui était un gros prétendant au titre aussi. Marco finit à faire 9e. Je pense que ça aurait mérité un petit peu mieux. Mais en fait, moi, j'ai pas trop compris le pré-judging en soi parce que... il est au milieu, quoi. Bah ouais. Je pensais qu'il était 7e. Moi, je pensais qu'il était 7 ou 8. Mais du coup, ça le met 9e et du coup, c'est le numéro 1 en Europe aujourd'hui. Parce que devant lui, il n'y a aucun Européen. Donc Marco est aujourd'hui numéro 1 en Europe. C'est cool. Et on avait Terence aussi qui a fini dans le dernier le confirmation round du top 3 pour le titre en gros. Donc ça aussi, c'était un gros moment d'Olympia. Où il a vraiment envoyé sur scène, il était bien là. Je crois que ça, c'est un des meilleurs moments de ma vie parce que tout passionné de bodybuilding, mais en soi, que ce soit de près ou de loin pratiquant ou pas, connaît le niveau de posing de Terence et les posing routines de Terence. Moi, je me les ai su claquer dans mon lit sur YouTube souvent, celle qu'il avait faite au dernier Olympia. Là, c'était la meilleure routine que j'ai jamais vue de ma vie et je l'ai vue de mes yeux, j'étais choqué. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'était fou. Ce mec est fou. Et moi, j'ai la chance de pouvoir le voir répéter ça avant et de voir comment il se conditionne mentalement à pouvoir arriver à faire ça sur scène. Ça, je le vois aussi. C'est un maître, c'est un art, ce mec.
C'est fou. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que dans ces moments-là, en gros, entre pré-judging et finale, il y a très peu de personnes qui vont venir lui parler. Et il y a très peu de personnes qui vont voir ce qui se passe. Mais en réalité, c'est très silencieux. Il y a très peu de mots qui sont dits dans la pièce. Il n'y a pas de bavardage. On parle que de ce qui est important sur le moment pour vraiment rester le plus concentré sur ce qu'on fait, lui comme moi. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, il n'y a que deux personnes dans ce cadre-là, il n'y a que deux personnes qui importent. Il y a lui ce qu'il va faire sur scène, et moi ce que je veux lui dire de faire pour avoir le meilleur look sur scène. Donc il y a vraiment deux personnages principaux à ce moment-là. Ce qui est intéressant à voir avec la façon dont on bosse lui et moi, et c'est pareil avec Marco, hein, c'est qu'on parle pas. Et en réalité, eux ne parlent pas. Il n'y a que moi qui leur parle. Et le seul truc que je leur dis, c'est mange ça, lève-toi, échauffe-toi, va là-bas, fais ça. Et c'est juste ça. Ça s'arrête à ça, à des phrases très courtes pour donner des instructions sur quoi faire et quand le faire. Et en réalité, la tension, elle est vraiment très élevée à ce moment-là. Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure pas longtemps ces moments-là. C'est pour ça que j'ai voulu emmener Anto en backstage pour qu'il voit ça. J'ai emmené Marco aussi, Marco il connaît, il était déjà en backstage. Mais Marco pouvait y aller de toute façon, mais je suis allé chercher Anto parce que je voulais qu'Anto voit ça et voit ce qui se passe en backstage à ce moment-là, avant les finales d'Olympia. Parce qu'en réalité, ce moment-là, il dure une demi-heure, 1 heure max. Moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais dans l'année, c'est pour avoir cette heure-là. Parce que c'est là où je me régale le plus. C'est pas les 16 semaines d'avant, c'est pas les shows d'avant et tout, c'est ce moment-là. C'est ça qui me fait le plus kiffer de tout. Je pense qu'on va finir par la petite question du coup que Alban m'a donnée. L'année prochaine, on gagne du coup. D'ailleurs. L'année prochaine, on gagne. L'année prochaine, on gagne, c'est sûr. Et Marco top 5. Top 5. Ouais. Ce serait fou. L'année prochaine, on est à Vegas. Et Xavier, retour sur scène. Voilà. Question qu'Alban m'a donnée qui est super intéressante en vrai parce que je te le pose quand même assez souvent, je me remets souvent en question, mais mon cerveau il est un peu à retardement, c'est-à-dire que tu me dis un truc, je prends 6 mois à l'assimiler, le comprendre et le mettre en place, mais à chaque fois que je le mets en place ça marche. Je te dis que tu avais raison. Du coup, quel conseil t'as à me donner? Il y a Anto qui aime bien faire ça aussi. Anto, non, c'est plus long que 6 mois lui par contre. Non, c'est à peu près pareil. C'est pareil. Des fois je lui dis des trucs, il me dit je vais tester, je pense pas que ça va marcher. Et après il teste et ça marche. Oui, c'est vrai. Plusieurs fois, Anto est pas d'accord avec Cass, il teste des trucs, il se dit merde, putain, il avait raison. Mais ça, il te l'avoue pas du coup. Non, il me le dit jamais. Quel conseil que tu pourrais me donner maintenant vis-à-vis du petit parcours que j'ai en préparation parce que je viens de terminer ma première année, donc de septembre à septembre. Et qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil sur la saison qui va arriver pour potentiellement décrocher mes premiers beaux résultats, donc gagner. Bouge plus, n'aie pas peur de prendre des risques. Quand tu sais que t'es le meilleur ou quand tu sais que t'as raison, n'aie pas peur de le dire. Faut pas avoir peur de passer pour quelqu'un d'arrogant ou même de faire de la fausse humilité. Quand tu sais que tu vas gagner, quand tu sais que t'es le meilleur, dis-le. La définition de l'humilité, c'est montrer une version moindre de ce qu'on est. Je veux pas faire ça. Je veux montrer ce que je suis, ce qu'on fait, ce que mes athlètes font, et je veux montrer le travail qu'on fait. Et si ça fait sentir certaines personnes un peu inconfortables avec ça, c'est leur problème. Donc toi, c'est pour ça que tu poses pas beaucoup, c'est pour ça que t'aimes pas poster, parce que t'as l'impression que c'est arrogant, t'as l'impression que t'en montres trop. Non, en réalité, montre, poste, et sois fier de ce que tu fais avec tes athlètes, avec tes clients. Les gars, du coup, on postait cette vidéo avant Noël. Je vous le promets, cette année, on gagne. Voilà, c'est dit. Parce que je sais que j'ai les potentiels pour. Je sais que je vais continuer à travailler avec Yass et que de toute façon, tout le monde va s'améliorer. Donc, cette année, on gagne. Et Inch'Allah, on se revoit à Vegas. Merci. Plaisir. La main pour ce beau cigare que je viens de t'offrir. C'était sympa. Qu'on va se tuer. Qu'on va se finir là. Juste, je vous souhaite un joyeux Noël. On se revoit dans une semaine pour la petite vidéo de débrief de cette année où je vais pouvoir approfondir tous les voyages que j'ai pu faire en compagnie de Yas. J'espère qu'on aura encore beaucoup d'histoires à raconter parce que les mecs, ça a été la meilleure année de ma vie, mais vas-y, j'aurai le temps d'en parler. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, les mecs. Si, dans tous les cas, vous avez envie de prendre conseil ou envoyer un petit message à Yas, je sais qu'il reste actif sur son Instagram, donc il sera dans la bio, ainsi que le mien, celui de Xav, qui était juste ici. Et puis, on se dit à la prochaine.